Chers élèves, bonjour. Je voudrais vous présenter ici une vidéo sur la notion d'inconscient et leçon que je vais appeler de l'inconscience à l'inconscient. Et je voudrais vous proposer un ensemble de textes que vous pourriez être amenés à travailler à partir de cette notion pour avoir des éléments pour pouvoir traiter un sujet qui pourrait tomber sur cette notion-là. Les textes que je vais choisir sont donc extraits de l'ouvrage Philosophie terminale, voie générale, édité donc chez Delagrave, hein, donc c'est le manuel qui est à votre disposition, manuel numérique sur l'ENT. Alors, pour commencer sur la notion d'inconscient, je dirais que c'est une notion qui apparaît, une question qui se pose à l'époque contemporaine, c'est-à-dire à partir du 19e siècle, 19e et 20e siècle, à partir de la pensée de Freud, mais pas seulement, donc à partir de la psychologie freudienne. Et je voudrais ici en montrer les soubassements de l'apparition de ce type de questionnement. Je dirais que cette question de l'inconscient fait sens à partir de la pensée de Descartes. Alors Descartes, c'est le XVIIe siècle, au niveau de la pensée française, et Descartes qui affirme que le fondement de toute connaissance, c'est la conscience. Ce sont des choses que nous aurons l'occasion de revoir en cours et de développer, mais la conscience permet donc une auto-appréhension de soi, une connaissance de soi claire et distincte, nous dit Descartes, ce qui fait qu'elle peut être le fondement de toute certitude. La conscience est donc, pour Descartes, à l'origine de la connaissance de soi et de la connaissance de toute chose, et il n'y a pas de rupture, pourrait-on dire, entre une connaissance de soi claire et distincte et une connaissance donc du monde, que Descartes qualifie aussi donc de claire et distincte. Quand cette connaissance est claire et distincte, alors nous sommes assurés, nous dit Descartes, d'avoir une connaissance en pleine certitude. La conséquence, c'est que pour Descartes, la conscience peut être sans obscurité, elle peut être marquée par ce qu'il appelle l'évidence, par une connaissance absolue du vrai, et si bien que cette connaissance et cette connaissance de soi peuvent elles aussi écarter toute forme d'ombre ou d'incertitude. Il suffit de s'appuyer sur une connaissance claire et distincte des choses et de soi-même pour pouvoir arriver donc à une maîtrise de toute chose et aussi à une maîtrise de soi, puisque une maîtrise de soi-même, puisque les méditations métaphysiques, hein, c'est un ouvrage donc, de 1641, permettent d'expliquer donc, le fondement de toute certitude et donc de toute connaissance. Et on pourrait dire qu'elle se parachève, par exemple, dans le Traité des passions de l'âme, rédigé en 1650, qui a pour conséquence l'idée donc d'une non seulement donc d'une connaissance des choses, mais aussi d'une connaissance de soi-même. Donc les perspectives de la connaissance chez Descartes seront aussi morales, dans la mesure où la connaissance de soi va permettre finalement une maîtrise de soi, une action maîtrisée, sur la base d'une, pourrait-on dire, d'une transparence à soi, à partir de quoi la volonté humaine pourrait arriver à une pleine maîtrise de soi. Donc Descartes nous explique que la conscience n'est pas nécessairement dans une maîtrise d'elle-même, mais si elle est bien conduite, sur la base de la connaissance, et si la volonté s'appuie sur cette connaissance de soi, alors on peut arriver à l'idée donc d'une maîtrise de soi, la plus grande maîtrise de soi étant la vertu de générosité, nous dit Descartes, nous explique Descartes donc dans le traité des passions de l'âme. C'est ça qu'il faut avoir à l'esprit quand on aborde la notion d'inconscient, parce que il y a cette affirmation cartésienne d'une pleine connaissance de soi possible et voire d'une maîtrise et d'une grande maîtrise de soi possible à partir de ce concept de conscience. Dans votre manuel, vous trouverez ça aux pages 76 et 77 du manuel de la Grave, où on trouve donc ces textes à partir desquels Descartes arrive à cette connaissance de soi par la conscience. Donc les textes pages 76 et 77 du manuel sont extraits des méditations métaphysiques de Descartes au livre 1, hein, donc où Descartes s'achemine vers cette découverte de la conscience comme principe de toute certitude.
Alors, quand on a posé cela, eh bien, c'est là qu'on peut voir et remarquer que cette notion donc d'une conscience qui se connaît elle-même, donc posée par Descartes, va être assez rapidement contestée. Parce que la conscience, quoiqu'étant capable de se connaître elle-même, n'est pas nécessairement dans une pleine certitude et une pleine connaissance et une connaissance transparente à soi. C'est par exemple ce que Kant va souligner dans un ouvrage extrait de l'anthropologie du point de vue pragmatique. Dans votre manuel, c'est un texte qu'on trouve à la page 157. Donc à la page 157. Kant explique, je lis le texte, donc la première ligne de l'extrait, avoir des représentations et pourtant n'en être pas conscient semble contenir une contradiction. Donc Kant souligne un paradoxe. Donc Kant, c'est un auteur allemand du XVIIIe siècle. Et Kant nous dit que voilà, on peut avoir des représentations, ce qui, donc en nous-mêmes, ce qui laisserait entendre donc qu'elles seraient présentes dans la conscience, et que pourtant nous pourrions ne pas en avoir conscience. Donc c'est une espèce de contradiction. Comment peut-on avoir en nous quelque chose qui ferait partie de notre conscience sans que nous en ayons conscience? C'est la contradiction apparente que Kant souligne en début de ce texte et il nous dit à la ligne 4, je vous propose de suivre en même temps que moi, hein, donc avec vos manuels, que, si vous l'avez sous les yeux, nous pouvons cependant avoir une conscience médiate d'une représentation, bien que nous manque sa conscience immédiate. De telles représentations sont alors qualifiées d'obscures. Ce qui veut dire qu'il peut y avoir des choses qui seraient présentes dans notre conscience sans que nous puissions les distinguer clairement et distinctement, mais tout en considérant qu'elles sont quand même présentes en nous. Ce que Kant veut dire, c'est que la conscience humaine n'exclut pas la possibilité d'un devenir conscient. Ce qui veut dire qu'il peut y avoir des choses qui sont présentes dans mon esprit et qui en même temps vont supposer donc une certaine processualité, un processus, un mouvement, à partir duquel je vais mieux en prendre conscience, c'est-à-dire mieux en prendre connaissance. C'est ce qui fait dire à Kant dans le texte, dans l'extrait à la ligne 21, donc sur la grande carte de notre esprit, nous dit Kant, seules quelques places sont illuminées. Dans cet extrait de l'Anthropologie du point de vue pragmatique, rédigé en 1800, Kant reprend une idée que Leibniz, c'est donc le quatrième texte ici que j'évoque, que Leibniz avait déjà perçu dans un ouvrage qui s'appelle Les nouveaux essais sur l'entendement humain. Dans votre manuel, c'est à la page 156. Dans les nouveaux essais, Leibniz évoque le fait que dans notre conscience, il peut y avoir des perceptions qui ne sont pas perçues. Donc on retrouve là la même contradiction apparente. Comment est-il possible que je perçoive quelque chose qu'en même temps je ne perçois pas? Eh bien Leibniz dira, il s'agit de perceptions qui sont sans aperception. Donc A-P-E-R-C-E-P-T-I-O-N, S, donc sans aperception, c'est-à-dire des perceptions sans que je m'en aperçoive. Et en effet, notre conscience est faite d'un ensemble de perceptions multiples qui marquent mon esprit, si vous voulez, ou qui sont présentes dans mon esprit, sans pour autant que je m'en aperçoive, puisque il peut y avoir donc ce qu'on appelle conscience est un seuil perceptif, et Leibniz nous explique que c'est par l'accumulation d'un ensemble de petites perceptions, c'est l'expression que Leibniz emploie, c'est l'accumulation de ces petites perceptions infinitésimales, hein, toutes petites, qui en s'accumulant peuvent finir par atteindre un certain seuil de perception. Autrement dit, c'est que alors, Leibniz est une pensée qui est antérieure à celle de Kant. Leibniz, pardon, c'est le début du XVIIIe siècle, fin du XVIIe, début du XVIIIe, alors que Kant est un auteur un peu plus tardif, qui arrive après Leibniz.
Mais malgré tout, sur les deux textes cités ici, on est sur cette même idée qu'il peut y avoir dans la conscience des choses qui échappent à la conscience. Et ce qui est contesté là, si vous voulez, donc chez Kant et avant Kant chez Leibniz, c'est le fait que la conscience dusse avoir des perceptions qui soient claires et distinctes. Alors Descartes ne dit pas que toutes nos perceptions sont claires et distinctes, mais c'est cette possibilité selon Descartes, de venir par la connaissance de ce qui en nous serait élémentaire à la connaissance donc des éléments, d'éléments qui soient clairs et distincts et qui soient de ce fait infaillibles en termes de connaissance, puis aussi en termes d'action. Or, les philosophes cités, Kant et Leibniz ici, semblent contester cette idée-là dans la mesure où il peut y avoir des choses qui dans la conscience soient inaperçues ou bien qui soient perçues, mais quoi qu'étant perçues, avec une certaine clarté, même le dira Leibniz, ne sont pas forcément perçues dans leurs détails ou avec distinction. De ce fait, on voit que le concept de conscience, de connaissance par la conscience, une connaissance claire et distincte, se trouve donc contesté du fait de l'expérience de l'obscurité de la conscience. Hein, donc la conscience peut avoir donc une certaine obscurité puisqu'elle intègre, disais-je tout à l'heure, donc un certain devenir ou un certain processus, chose que Descartes avait d'une certaine façon mis de côté puisque le modèle de la connaissance pour Descartes est celui de la connaissance mathématique. Or, dans la connaissance mathématique, il n'y a pas de devenir et le modèle est celui de la lumière ou de la pleine lumière, c'est-à-dire de la pleine connaissance de la vérité. Or, la conscience humaine ne se situe pas dans cette pleine lumière, elle est plutôt comparable finalement donc à une lumière qui se fait sur fond d'obscurité, hein, comme pour sortir de la nuit. Et cette lumière qui se fait sur fond d'obscurité, c'est ce qu'on appelle la prise de conscience. Voilà, donc nous ne sommes pas dans une appréhension, donc dans une perception des choses qui serait immédiatement lumineuse et toujours déjà lumineuse, mais au contraire, nous sommes toujours du fait de la conscience en train d'ouvrir les yeux, donc dans une décillation finalement, les yeux qui se décillent et qui s'ouvrent du regard pour découvrir à partir de l'exercice d'une attention qui ne peut s'exercer que sur fond d'inattention. Quand je suis attentif et conscient, il y a tout un tas de choses auxquelles je ne puis plus ou auxquelles je ne suis pas attentif en fait. Voilà. Voilà un petit peu donc pour ces quelques premiers éléments sur cette notion d'inconscient. Et au cours du 19e siècle, j'aurais envie de dire que les choses vont se corser, puisque avec le concept d'inconscient, tel qu'il est posé par Descartes, et puis la contestation de cette toute maîtrise par la conscience à partir de pensées comme celle de Leibniz ou de Kant, euh, il s'agit d'une question de connaissance, ou bien de non-connaissance, c'est-à-dire ce que je connais ou bien ce que j'ignore. Je disais que les choses allaient se corser puisque finalement, quand on parle de la conscience, et éventuellement de ce qui échappe à la conscience, donc à partir de l'idée d'un inconscient, ça n'est pas qu'une question de connaissance, c'est-à-dire d'intellectualité, c'est aussi une question de volonté qui va rentrer en ligne de compte. Quand on considère l'esprit humain, mais ça Descartes l'avait déjà vu, il ne s'agit pas que de l'intellect qui connaît, il s'agit aussi de la volonté. Or, dans l'analyse de la conscience, qui implique finalement un regard sur ces deux facultés humaines, intellect et volonté, eh bien, quand on analyse la conscience, on voit que les choses sont pour nous loin d'être claires. Et peut-être même que la clarté et la distinction, telles que Descartes les pose, ne sont pas le référent principal de la conscience, ne sont pas le fondement de la conscience. Peut-être que le fondement de la conscience, la fondation de la conscience est beaucoup plus obscure que ce que Descartes veut bien dire. Et c'est ça que la pensée du 19e siècle va mettre en avant, finalement, cette question de l'obscurité à soi plutôt que de la clarté à soi, plutôt que l'idée de transparence. Donc cette idée de transparence à soi, hein, qui est le modèle cartésien de la connaissance de soi, eh bien, cette idée de clarté va être contestée
C'est ce qu'on peut percevoir donc dans deux textes que je retiens, là aussi dans votre manuel. Je pense à la pensée de Nietzsche. Donc il y a un texte, page 159, dans votre manuel. Les éditeurs du manuel de la Grave l'ont titré Corps et interprétation. Je ne vais pas m'apesantir sur le texte de Nietzsche, mais enfin l'idée nietzschéenne, c'est de dire que ce qui est premier chez nous, c'est pas le moi dans son unicité, hein, ou dans son idéalité, un moi unique, c'est plutôt une pluralité d'instincts. Pour Nietzsche, en fait, ce qui est fondamental chez nous, c'est pas la conscience unique, c'est plutôt la pluralité donc des instincts physiologiques, corporels. Donc nous sommes cette multiplicité d'instincts. Donc ce qu'on appelle moi pour Nietzsche est plutôt une illusion. L'illusion donc de l'unicité du moi pour Nietzsche, par opposition finalement à une conception du moi qui doit être compris pour Nietzsche comme étant multiple, chaotique, contradictoire. Hein, c'est un peu ce que dit ce texte extrait de Aurore. Aurore est un des livres écrits par Nietzsche, donc écrit en 1881, au paragraphe 119. Si vous allez voir dans le manuel, donc vous pourrez trouver ça. C'est un autre auteur, pour rester dans le même ordre d'idées, pour parler finalement donc de la profondeur de la conscience et donc de l'obscurité de la conscience, c'est Schopenhauer que je voudrais citer. Donc Schopenhauer, c'est un auteur qui est antérieur à Nietzsche, au début du 19e siècle, qui d'une certaine façon a inspiré partiellement la pensée de Nietzsche, Nietzsche qui vient donc plutôt sur la deuxième moitié du 19e siècle. Et l'ouvrage principal de Schopenhauer, c'est Le monde comme volonté et comme représentation. Vous trouvez donc ce texte à la page 158, et voilà ce que nous dit Schopenhauer. Donc je vais lire. Si, c'est à partir de la ligne 3, afin de rendre le problème sensible, nous comparons notre conscience à une eau d'une certaine profondeur, alors on trouvera toutes rassemblées à leur surface les pensées distinctes. La masse, au contraire, est constituée par l'indistinct, par les sentiments, les relents des intuitions et de l'expérience en général, et tout cela se mêle à l'état affectif de notre volonté. Et un petit peu plus bas, à partir de la ligne 19, de là vient que souvent nous sommes dans l'incapacité de rendre compte de la manière dont naissent nos pensées les plus profondes. Elles sont les créations de notre être intérieur mystérieux. Et on trouve donc en fin de texte la conclusion suivante: la conscience n'est que la surface de notre esprit et, à l'instar des corps terrestres, nous n'en connaissons que l'écorce et non l'intérieur.